à la ligne bleue. Bienvenue. Premier épisode de la semaine, l'actualité de la semaine en compagnie de Raphaël Bergeron-Gosselin et Laurence Blanchette. Bonjour. Bonjour, Charles. Avec vous, mes amis, on fait le tour de ce qui s'est passé dans les 7 derniers jours dans l'univers carabin. C'est beaucoup en compétition, n'est-ce pas? Raphaël, je me tourne vers toi parce que tu étais présent à ces compétitions-là. La majorité. On va commencer avec le soccer. Jeudi soir, ça se passait du côté de McGill. Exactement. Donc, le copier-coller hebdomadaire de notre résumé de soccer. Donc, ça s'est bien passé, comme à chaque semaine. Touche du bois, touche du bois. C'est vrai. Non, mais autant même, j'ai réalisé ça ce matin en regardant un petit peu l'actualité. Là. Autant chez les gars que chez les filles, on en est à la mi-saison. Donc, chez les filles, ça passe vite, il y a un petit peu plus de matchs. Là, donc, ils ont 2 matchs de plus, donc 7 de 14 de fait. Chez les gars, 6 en 12. Donc, écoutez, depuis le début de la saison, ça va très bien, ça s'est poursuivi. Jeudi soir, les filles, une belle victoire de 2-0 à McGill. Bon, écoute, pas grand chose à dire sur cette victoire, je veux dire. Tant mieux, tout se passe bien, génial. 2-0. Super. Dimanche, on poursuit ça contre Concordia. Puis dimanche, on s'attendait peut-être à un gros festival offensif, parce que je vous rappelle, notre premier match s'est terminé 11-1 pour nous. C'était pas face à Concordia, mais en même temps que nous, on l'emportait 11-1 contre Sherbrooke, le Rouge et Or, les filles gagnaient 10-0 face à Concordia. Donc, on pouvait s'attendre quand même à beaucoup de buts. Et finalement, on l'a emporté 3-0. Donc, on pourrait se dire, c'est-tu une belle victoire? Ouais. Il y a eu beaucoup de remplacements des jeunes joueurs qui ont joué. C'était pas Erika Bastien, notre gardienne de but habituelle, qui était devant le filet. Même Erika a joué à l'attaque. Quelle est polyvalente, Erika. Extrêmement polyvalente. Même, je la regardais jouer à l'attaque, puis elle avait des bonnes chances, puis elle sait quoi faire. C'est quand même un niveau universitaire de soccer. Ouais. Puis là, tu te présentes sur le terrain, habituellement, t'es gardienne de but au soccer. Puis tu sais, quand t'es gardienne de but, souvent on filme à côté, c'est beaucoup vocal aussi, tu connais tu diriges exactement, tu parles à tout le monde, tu leur dis quoi faire, donc probablement il faudrait lui demander si on la reçoit un jour, mais que quand elle est sur le terrain, elle doit se parler elle-même, elle sait où se placer, ça paraissait. Puis une autre belle victoire, puis ce que j'ai aimé aussi dimanche pour les filles, c'est 3-0 comme je le disais, mais 3 très beau but. On a publié sur le Facebook là, un petit mini résumé au début. Un beau but sur un coup de pied de coin avec une tête avant, un but avec un ballon lobé par-dessus la gardienne. Donc 3 beaux buts spectaculaires. Donc 2 victoires pour nos filles de soccer. Et Mégane Sauvé, un but jeudi, un but dimanche. Un but, oui, exactement. 7 buts même joueuse par excellence du match. Comme tu l'as dit, 7 buts depuis le début de la saison. Ça, c'est la position. Au Québec. Deuxième au Québec. Il y a 2 joueuses là, qui en ont 8. Donc un but de plus. Là. Mais tout près du sommet, puis au rythme qu'elle va, ça m'étonnerait pas qu'elle finisse meilleure buteuse, ou du moins très très près à la fin de la saison. Il lui reste 7 matchs pour aller chercher ce championnat des buteuses. Là. Son passage à la ligne bleue l'aura certainement inspiré. Je pense que quand on passe à la ligne bleue, on devient officiellement ami de l'émission, et donc Mégane Sauvé, ami de la ligne bleue. Comme tout le monde en parle, nous, chaque invité a une carte chouchou, dans le fond. Oh my god, on devrait complètement développer ce concept. Des cartes, Mais nous, c'est chaque invité. Juste moins de malaise, mais plus de cartes. OK, donc c'est bien pour le soccer féminin. Donc 2 victoires. 2 victoires pour nos filles. Et là, ça se passe comment au niveau du classement là, de nos filles? Bonne question, Renaud. Je vais ouvrir ma page. Okay, je te laisse y aller. Pendant ce temps-là, je débute, les gars, mais tu pourras me couper lorsque tu y seras. En raison de la défaite contre l'UQAM, le l'UQAM en ce moment est invaincu, trône au sommet du RSEQ avec 7 victoires, aucune défaite. Laval, le Rouge et Or, 2e après 8 matchs, donc un match de joué de plus que l'UQAM et Montréal. 6 victoires, 1 défaite, 1 nulle. Et Montréal, avec 7 matchs, 5 victoires, 1 défaite, 1 nulle. Cette nulle-là, donc, était contre le Rouge et Or. Donc, une grosse bataille à 3 pour le sommet de ce classement-là. On se souvient, on en avait parlé avec Mégane. Très important que de finir en haut de classement pour avoir l'avantage du terrain en séries éliminatoires, parce qu'il n'y a qu'un seul billet pour le championnat canadien au soccer féminin. Il faut être champion provincial. Il faut soulever cette bannière, cette coupe du RSEQ pour se rendre à la prochaine étape, le but ultime, le championnat canadien. Donc, c'est très excitant, et ce que je vous invite à faire, là, les amis à la maison, c'est de venir nous encourager. Parce que cette bataille-là ne se gagnera pas seule. Ça prend le 12e joueuse dans les estrades. Il en reste des matchs à domicile. Pas cette semaine, si je ne m'abuse, mais la semaine prochaine, jeudi et dimanche prochain à domicile, vous êtes mieux d'être là. Puis Mégane, il avait dit aussi que le Calais, si on avait eu un premier match facile contre Sherbrooke et contre Concordia, qu'on s'attendait à ce que ce soit un petit peu plus facile, elle parlait de Laval, de l'UQAM, justement, c'est les 2 équipes qui sont devant nous au classement, donc ça sera pas facile. On fait partie de l'élite, on a justement reçu le top 10 canadien, si je ne me trompe pas, on est 4e au pays, donc ça va bien, là. Mais ce sera pas facile de remporter le championnat provincial quand même. Absolument. Il reste un match très très décisif, un match contre une
l'Université Laval ce vendredi à Québec. Ouais. Ça, c'est très important. Mais aussi un match contre l'UQAM. l'UQAM, les citadins viennent jouer ici le 11 octobre au Sepson. Donc ça va être un match très important. Un match pivot dans le calendrier. Exactement. Raphaël, il y avait aussi du soccer masculin, je me trompe pas, au même endroit, au même moment. Ben pas au même moment, 2 heures plus tard. Exactement. Mais... 2 heures plus tard, c'était au tour des gars. Même Puis, résultat? Presque. Oh. Au lieu d'un 2-0, c'était un 4-1. Ouh. Donc les gars qui ont signé une 5e victoire de C'était à suite. McGill jeudi, ça. Exactement, ouais. Donc 5e victoire de suite. C'était le premier but accordé par les gars cette saison. Oh. Quand même. Donc très fort. Belle victoire de 4-1. Et là, ça nous transporte à dimanche face aux Steyers de Concordia. Et là, les gars sont un petit peu fait, je vais dire, surprendre peut-être. Mais aussi, il faut dire que les Steyers ont été très, très, très opportunistes. Un match nul de 2-2. Quand même une surprise parce que. T'as-tu le classement avec toi, Renaud? As-tu le classement? J'y arrive. Continue à parler. D'accord. Donc, match nul de 2-2, comme je disais. Et on a eu plusieurs chances de marquer en début de rencontre, mais le gardien des Steyers, pour vrai, a été incroyable. À un moment, a plongé pour faire un arrêt. Je comprends pas encore comment c'est physiquement impossible de faire cet arrêt-là, mais il l'a fait. Et les Steyers, de leur côté, vont profiter de leur première chance pour ouvrir la marque. Après ça, se font accorder un tir de pénalité qui était mérité, donc concrétise aussi. Donc, on se retrouve assez rapidement dans le match à tirer de l'arrière 2-0, chose à laquelle on n'est pas habitué, mais ce que j'ai aimé et ce que l'entraîneur-chef Patrick Mondo aussi a aimé, ce qu'il nous a dit à la fin de la rencontre, c'est que les gars ont démontré beaucoup de caractère en revenant, parce que le premier but qu'on a marqué, c'était Aboubakar Sissoko, qui l'a marqué à la 70e minute de jeu, donc quand même le temps s'écoulait. Ouais. Et par la suite, Omar Crime, un de nos très très bons joueurs, sinon pas un chouchou de la ligne bleue. Un chouchou de la ligne bleue. Se voit accorder un tir de pénalité, et le gardien, je vous parlais tantôt que le gardien adverse avait été excellent, arrête le tir de pénalité d'Omar Crime, et même en plus de l'arrêter, conserve le ballon avec lui, donc pas de retour, pas rien. Là, on se disait, bon, notre chance était là, puis on l'a raté malheureusement. Finalement, on se voit accorder un autre tir de pénalité à la 87e minute. Là, c'est Rida Aboulamid qui a pris le botté et a réussi, donc 2-2, le but égalisateur dans les dernières minutes. C'était vraiment un match à haute intensité. Okay. Puis bon, on va chercher notre première pas victoire de la saison, donc un match nul, mais quand même, ça montre une belle preuve de caractère, les gars. Ça va très mal pour moi. Je suis rendu, je dois zoomer dans les pages web parce que je les vois plus à distance. Donc, j'ai réussi à zoomer assez pour voir le classement. Concordia, qui effectivement, on parle d'une surprise, c'est un fait parce qu'ils sont au 5e rang. Ils n'ont savouré la victoire qu'une seule fois en 6 matchs cette année. 4 matchs nuls, une victoire, une défaite. Mais, bonne nouvelle, Montréal, même malgré le match nul, est toujours premier au classement avec 5 victoires et une nulle. Et... Mon Dieu, ton âge te trahit, franchement. Non, mais il est petit, le site du RSEQ, il est pas facile. Seigneur, commande plus, zoom. Est-ce que, pensez-vous que ça me ferait bien les lunettes? Il y en a pour tous. Oh boy. J'apporte ce silence comme... Verre de contact, it is. Laser! Donc, l'UQTR est 2e, derrière Montréal avec 12 points. On en a 16, même dans le match de jouer. Donc, il y a quand même 4 points d'avance. Okay. Ça va bien chez les gars. Un petit soubresaut. Ouais, puis on a quand même reçu le top 10 canadien aussi ce matin. Oui. Et on est toujours au premier rang derrière Cap-Breton qu'on a affronté en finale du championnat canadien pour les 2 dernières années. Les 2 forces championnat canadien. On va recevoir cette année, je sais pas si vous savez, on en a pas parlé beaucoup encore. On en parle souvent. Canadien de soccer au Sepson. Et si je ne m'abuse, mon cher Raphaël, on a aussi obtenu le titre d'athlète de la semaine du RSEQ masculin. Exactement. Ben, je vous parlais tantôt de Rida Aboulamid qui a marqué dans le premier match jeudi contre McGill et qui a marqué le but sur le tir de pénalité à la 87e. Donc, ça lui a valu le titre d'athlète de la semaine RSEQ. Chapeau. Le premier athlète de la semaine RSEQ, pas football depuis le début de l'année. Bravo, Rida. Bravo. C'est quand même, on parle des fois qu'on en a eu au football, mais au football, il y a une catégorie pour eux. Là, donc, il y a 2 matchs par semaine, donc il y a 4 équipes qui jouent, mais tous les autres, c'est tout sport confondu. Là, non, donc, absolument. C'est pas. La compétition avec le rugby, tout ce qui se passe. Donc, c'est quand même un beau titre et c'est Rida qui l'a cette semaine. Bon, là, on parle de rugby, parce que oui, la Coupe du Monde de rugby, c'est bien le fun, c'est commencé. Wow! Laurence n'est plus au CERN depuis ce temps-là. Le Laurence ne dort plus depuis le début de la Coupe du Monde de rugby, mais il y a aussi du très bon rugby qui joue pas trop loin d'ici. À la maison, à la
Casa! À la Casa, et samedi dernier, donc, les filles affrontaient les Martlets, on peut le dire encore, les Martlets de McGill. Oui, on peut le dire. On peut le dire, voilà. J'ai comme hésité dans ma voix, mais les Martlets de McGill. Et c'était un très très beau match. Si la semaine précédente, ça avait été vraiment crève-cœur face aux Steniers de Concordia, une défaite dans les dernières secondes du match. Je le disais même là, les filles, après le dernier match, étaient vraiment déçues, ça pleurait sur le terrain et tout, puis on avait hâte de voir si ça allait avoir laissé des traces, des marques, ou si on allait être capable de se relever. Et finalement, je pense qu'on a eu une belle preuve que les filles étaient capables de rebondir, parce que victoire de 43-0 face aux Martlets de McGill. Et je pense que juste le pointage reflète un petit peu l'allure du match, qui est probablement un match quasi parfait, là, 43-0. Mais on a eu les confirmations de l'entraîneur-chef, Michel François, qui disait que, le pointage de prouve 43 points, on a été... ça s'est bien passé offensivement, mais il dit ce que j'ai vraiment aimé, c'est notre performance défensive. Il dit quand les Martlets avaient le ballon, il n'y avait pas de chance. On leur laissait aucune chance, on était toujours présente là, pour plaquer ou peu importe. On faisait pas d'erreur. Si eux faisaient une erreur, on les faisait payer. Donc, une très très belle performance en général, mais c'est surtout le travail en défensive là, que l'entraîneur a apprécié. Est-ce que ce sont plus les éléphants qui ont bien joué ou les tigres? Oh mon Dieu, est-ce que tu fais référence à mon magnifique... Je te lance le ballon. Ben oui. C'est super intéressant, Laurence, tu nous as amené ça aujourd'hui. C'est un diagramme utilisé par les Japonais pour expliquer les positions de rugby. Oui, en fait, ça a été publié sur le compte Facebook de Rugby World Cup. Facebook, je viens de le dire. Oui. C'est une image que les Japonais ont utilisée pour expliquer à leur auditoire, à la télé, je pense, comment fonctionne le rugby. C'est quoi? Pas nécessairement les règles, mais la mêlée, qui compose la mêlée, qui compose l'équipe. Et c'est, ma foi, une illustration qui catégorise beaucoup, mais qui donne une image. Hein. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui ne suivent pas nécessairement le rugby. C'est ça, exactement. Je peux vous faire un petit crash course très très rapidement. L'image apparaîtra certainement à l'écran parce que... Ah oui, d'accord. Wink, wink. Parfait. Donc, tout d'abord, tous les éléments que vous voyez sur cette magnifique image, donc les animaux et la personne au centre, c'est tout dans la même équipe. Le jeu se passe du bas vers le haut. Donc, les trois premiers, on a 2 éléphants, un phacochère, un sanglier, à voir, qui sont la première ligne. Donc, on parle d'éléments très en puissance, costauds dans la mêlée, qui viennent tenir et vraiment ancrer la mêlée pour la faire avancer le mieux possible. Et qui, en même temps, sur le jeu, vont protéger le ballon, déblayer le ballon, sont là vraiment comme en protection. Donc, éléphant, sanglier. Deuxième ligne, on a les girafes, donc des vrais pistons. Normalement, c'est des gens qui sont assez grands qui sont là. C'est un peu un rôle ingrat en ce sens où c'est pas nécessairement des gens qui sont très... tu sais, qui vont aller faire les essais ou qu'on voit souvent, mais c'est des travailleurs de l'ombre. Donc, dans la mêlée, ils sont une grande puissance pour aller rentrer... Ben, en fait... mais j'allais dire pousser dans le derrière, là, mais pousser conjointement avec la première ligne. Et il y a souvent, par le passé, on a vu là, dans le professionnel, des gros playmakers, surtout le numéro 5, qui sont très en puissance, sont capables de crasher quand ils ont le ballon. Ensuite, si je vous amène à la troisième ligne, donc qui est composée de 2 gorilles et 1 lion, on parle d'une ligne qui est tout autant en puissance, mais très mobile. Donc, au niveau du 6, au niveau du 7, nos 2 gorilles sont là pour snapper. Sont là pour faire des plaqués, sont là pour... Ils sont très rapides, mais... très voraces, là, ils ont faim. Au niveau du lion, on parle du numéro 8. Pour vous donner une idée, un exemple, Sébastien Chabal, qui à l'époque jouait pour l'équipe de France, que moi je compare personnellement à un guerrier là, de l'époque contemporaine. Le Cro-Magnon, c'est quoi déjà son titre? C'est quoi son surnom? En tout cas, il y avait je me souviens pas, mais oui, il y avait les cheveux longs, je veux dire, de quoi s'inspirer. Non, mais il n'y a pas de difficulté à être viril, là, ça c'est sûr. Là. À chacun sa définition de virilité, mais dans plusieurs cas... joue dans 300, c'est ça. Mais donc, le numéro 8 qui vient compléter la troisième ligne est un lion. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de décrire le rôle de lion, qui est aussi puissant que ses hommes en avant, mais qui est aussi mobile et rapide que les hommes en arrière? Et le lion est le roi de la savane. Est-ce que lui, c'est le roi de l'équipe? Non, il y a un capitaine. Il y a un capitaine, il y a des gens, il y a des meneurs de jeu, mais c'est comme un joker, tu sais. Il peut courir, il peut foncer, il peut crasher. C'est vraiment un... Parce qu'un lion dort aussi 22 heures par jour, je pense. Alors, on pourrait remplacer ça par
par une lionne, en fait, qui, eux, sont les guerrières du... comment on appelle ça? Le socle des lions? La montagne des lions? En tout cas. Oui, ça. Ouais, c'est ça. Faudrait que je l'écoute, La terre des lions. La terre des lions. On va écouter tous ensemble. La terre des lions. Ouais. Ensuite, on a j'allais dire délicieux, ça n'a aucun rapport, mais le petit singe qui représente le 9, donc qui est le joueur ou la joueuse qui vient un peu comme un singe dans les arbres qui va ramasser la bouffe, là, qui s'assure que le ballon bouge, vient ramasser le ballon une fois que les premières lignes l'ont dégagé, est vraiment très, 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 très mobile, un beau gros cardio là, qui suit toutes les actions de jeu. On s'en va dans les arrières, donc ceux qu'on qualifie de plus rapides, entre guillemets. On a l'homme au centre, qui semble être le roi de la jungle, qui est le 10, donc un meneur de jeu qui prend des décisions, qui, quand il travaille conjointement avec son œuf, avec le petit singe, arrive à créer des belles opportunités. On a à ses côtés les tigres, 12 et 13, qui là sont des joueurs, j'arrête pas de répéter, mais très en puissance et surtout très rapides, qui ont le pas facile et qui viennent vraiment écraser les gens qui sont prêts pour les plaquer en avant. Et pour la dernière ligne, en fait, on a 2 guépards sur les côtés. Tout en vitesse, tout en réactivité et surtout qui n'ont pas trop de chance de se tromper. Donc, on a les guépards, 11 et 14, qui sont, moi j'appelle ça les gazelles, mais là, c'est pas des gazelles, c'est des guépards, qui eux sont prêts, ils attendent et quand on leur passe le ballon, ils courent jusque. Souvent, c'est les marqueurs d'essai, les gens qui sont qui ont des jambes très, très agiles. Et on a l'aigle, le numéro 15, qui, ne survole pas le jeu comme le vif d'or au Quidditch. Mais. Qui est plus qui surveille les arrières de la gang sur le terrain. Donc quand il y a des bottés, il vient attraper le botté puis essaye de faire arriver les jeux. Il y a une grande vision d'ensemble. Et surtout doit être un excellent plaqueur, doit être une excellente plaqueuse parce que c'est le dernier rideau avant l'essai. Comme sûreté là, au football là, finalement. Là. J'aurais pas dit mieux. Exactement. Tout à fait. Merci. Fait que pour ce petit cours condensé des positions au rugby. Non mais c'est super intéressant parce que c'est pas le sport le plus ancré dans la culture québécoise. On a beaucoup d'étudiants nouveaux à l'UDM qui vont peut-être aller voir un premier match de rugby prochainement et qui auront déjà une meilleure idée des positions. Merci à la télé japonaise qui a su vulgariser de façon quelle bonne idée quand même. Dernière question, Laurence. Toi, t'étais quel animal dans le OK. Alors moi, j'ai joué majoritairement du temps la girafe numéro 4, donc sur le côté gauche. J'ai joué quelques fois en lion. Mais lion, tu sais, lion, c'est un joueur de grande expérience et de grand cardio. Au niveau de l'expérience, ça allait. Au niveau du cardio, moi, j'étais moins... T'étais plus girafe. Ouais, j'étais plus girafe. Fait que... mais tout est dans la tête, là. Lion, finalement. Exactement. Donc, lion, mi-partie. Pas pour une partie complète, là, malheureusement. Ben, c'est parfait. Oui. T'étais toute là. C'est ça. Comme girafe. Merci beaucoup, Laurence, pour ce petit cours-là. Donc, Raphaël, chez les filles, ça va bien. On reste deuxième de la section B. Exactement, si je m'en allais dire. On est deuxième de la section B derrière les Stingers de Concordia. Donc, c'est excellent parce que c'est les 2 premières équipes de la section B qui, si on termine deuxième, là, qui, quand on va arriver en séries éliminatoires, auront une chance de remporter la bannière RSEQ. Les équipes qui vont terminer 3 et 4 vont quand même disputer des matchs de série, mais n'auront pas, ont aucune chance mathématique de remporter la bannière. Donc, si on termine première ou deux, en théorie, on peut pas terminer au premier rang parce que les Stingers ont déjà assuré de terminer au premier rang. Donc, faut conserver notre deuxième rang et après ça, on rentre en série. Who knows? Qui sait? Ça se passe dès vendredi à Bishop, leur avant-dernier match de la saison déjà, et un dernier match à domicile. Le temps de venir appliquer ce beau diagramme-là, venir comprendre ça, vous venez encourager notre équipe de rugby féminin. Bishops, en plus, c'est l'équipe qui se trouve juste derrière nous au classement, donc important. Vont vouloir notre deuxième place, on veut la conserver. Ça c'est à Bishop, vendredi, mais donc le samedi suivant, le 5 octobre, t'as raison, Bishop revient ici. Bravo. Écoute, 2 matchs très, très, très importants. Bon, non, mais chacun ses faiblesses. Donc, Bishop, là, on affronte Bishop à Bishop, puis Bishop vient ici samedi, donc effectivement, 2 matchs très importants. Merci Raphaël, je ne douterai plus jamais de tes connaissances. C'est le temps que t'aies tâché l'éliminatoire. C'est fini, moi, je suis juste bon pour faire des liens. Et je vais faire un autre lien, donc, rugby masculin, Raphaël.
Match nul de 7-7 versus les Piranhas de l'ETS. J'ai vraiment été surpris, c'est rare qu'on voit ça au rugby. Il n'y en a pas dans le diagramme, en tout cas, de non, il n'y a pas de Piranhas. C'est rare qu'on entend parler des Piranhas aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports universitaires auxquels ils participent, qui ont des équipes. Ouais. Rugby masculin en est un. Donc 7-7, un match nul, ce qui nous donne une fiche depuis le début de la saison d'une victoire, une défaite, un match nul. On est présentement chez les gars classés en 4e position, ce qui nous donne également accès aux séries éliminatoires. Donc, il reste 3 matchs. Oui, 3 matchs exactement. 3 matchs, dont 2 à domicile. Oui. Fait qu'encore une chance de voir le livre de la jungle s'appliquer sur nos terrains. Ouais, c'est très intéressant parce que samedi, le 5 octobre, là, il y a un programme double de rugby. Programme double de rugby, le premier de l'année, parce que jusqu'à maintenant, c'était peut-être genre seulement les filles ou seulement les gars qui jouaient. Donc là, avoir 2 matchs de rugby. Et c'est plaisant parce que l'an passé, ça avait été un petit peu plus difficile pour nos équipes de rugby. Les 2 équipes s'étaient pas qualifiées pour les séries. Et là, on a une bonne partie de la saison de fait. Les espoirs sont toujours là. On peut se classer pour les séries. Et rendu en série, ben, qui sait ce qui peut arriver. Ouais. Pourquoi le 5 octobre ne pas venir ici là, avec un petit gilet parce qu'il va commencer à faire un peu froid. En vente dans les librairies de l'UDM et au coop HEC. Voilà. Reine des liens. Merci Laurence, toujours là pour nous ramener à l'essentiel. Habillez-vous en bleu si vous venez au terrain Vincent d'Indy le 5 octobre pour un beau programme double de rugby. Et on pourra faire photocopie. Non, on fera pas photocopie parce que c'est pas bon pour la nature, mais on pourra assurément vous partager ce diagramme pour vous rappeler donc quel animal est votre chakra. Mais une fois que les gens auront vu ça, peut-être comprendront-ils mieux le rôle de chacun. Parce que les gens qui sont sur le terrain ne choisissent pas leur numéro, ils ont le numéro de leur position. Et ce sont les remplaçants, à partir de 16, donc, qui portent des numéros autres que 1 à 15. Oui, puis je dis, tu sais, des fois, on voit une mêlée, puis encore une fois, là, pour les gens qui ne voient pas beaucoup de rugby, c'est pas toujours évident, là, tu vas déjà se rentrer dedans, tu sais pas qui est quoi. Même, tu sais, que plein d'autres sports comme ça, où tu as des gens plus dans l'ombre. Voilà, honnêtement, quelque chose de très intéressant. Raphaël, rapidement, il y avait du hockey, du volleyball, les matchs hors concours. Matchs hors concours, donc on fait ça plus rapidement. Les filles de hockey, après 2 victoires en prolongation la fin de semaine passée en Ontario, là, c'est une défaite de 4-1 face à Syracuse, une équipe quand même très puissante. Donc, oui, c'est pas bien ça. Non, exactement. Donc une défaite de 4-1, mais c'est match pré-saison, on se ressaisit. Et en volleyball, c'était un tournoi pré-saison à l'UQAM. Donc justement, c'est l'UQAM qui l'a emporté. De notre côté, on a terminé en 3e place, mais au dire de l'entraîneur-chef Olivier Trudel, c'est une des meilleures performances de l'équipe à ce tournoi-là qu'ils font annuellement là, en pré-saison. Et il dit, toutes nos joueuses ont joué, on a beaucoup de recrues cette année. Là. On parle un petit peu de volleyball parce que c'est pas commencé la saison régulière, mais vous allez voir dans les prochaines semaines, beaucoup de recrues, tout le monde a vu l'action, était honnêtement vraiment satisfait, Olivier. Donc, ça s'est bien passé pour nos filles de volley en pré-saison. Puis de toute façon, le pré-saison, c'est fait pour s'ajuster. On voit les forces, les faiblesses, on voit comment jouent les autres équipes et tout ça. Je veux dire... Exactement. Mais écoute, c'est drôle parce que on a terminé en 3e place. Tout de suite après, la première chose qu'il nous disait, c'était très satisfait. Tout le monde a pu jouer, tout le monde est allé chercher de l'expérience parce que, bon, là, j'ai pas les détails honnêtement, mais peut-être que les autres équipes ont fait jouer plus de vétérans, on sait pas. Donc, très satisfaisant pour un premier tournoi préparatoire pour nos filles de volley. Donc, ce week-end, le seul match à domicile de saison régulière, c'est le match de football vendredi soir à 19h contre Concordia. On en parle un petit peu plus tard cette semaine, jeudi, dans le cadre du Tailgate et la ligne bleue. On a également un match hors concours de hockey samedi après-midi contre Saint Thomas. Contre Saint Thomas, ici, si jamais vous êtes des à l'aréna du Sepsum, exactement. Sinon, ça se passe beaucoup à l'extérieur. Toutes nos équipes sont il y a beaucoup de soirs en fin de semaine, mais beaucoup à l'extérieur. Là, rapidement, là, je peux faire une petite liste. Là, donc, vas-y. Premier tournoi de badminton. Premier tournoi de badminton de la saison. Oui. Soccer, on est à Laval vendredi. À Sherbrooke dimanche. À Sherbrooke dimanche, du cross-country samedi à Sherbrooke. On en parle demain avec Kevin Robertson, exactement. Cross-country. Et est-ce que j'ai fait le tour? Non, le début du championnat provincial de golf qui débute dimanche, donc jusqu'à mardi. Et un autre match préparatoire de hockey face à Queens dimanche. Absolument. Merci beaucoup Raphaël pour ce tour d'horizon de l'actualité des Carabins. Plaisir. Laurence aussi, toujours un plaisir. Nous, on se retrouve demain donc avec Kevin Robertson de l'équipe de cross-country. Qu'on va faire une entrevue pour découvrir ce qu'est ce sport qui est très 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 intéressant, qui est en cours en ce moment, donc samedi la 2e épreuve à Sherbrooke. Donc merci à vous et nous on se retrouve demain. Bye!